Bienvenue dans Les Doigts dans la Prise, votre nouveau podcast qui parle d'automobile mais qui, c'est promis, ne met pas de super samplon dans ses cornflakes le matin. Bref, le podcast de la voiture électrique et de la voiture autonome, mais surtout de tout ce qui se prépare autour. À mes côtés, au moins virtuellement, Thomas Degois. Salut Thomas. Salut Cédric. C'est un plaisir de se retrouver, même à distance, confinement oblige, parce que nous sommes des gens sérieux. Exactement. Et qu'avant de penser à notre future voiture et de penser à la planète, les dangers sont plus immédiats en ce moment, curieusement. Exact. Alors au sommaire, plusieurs choses. Aujourd'hui, ça y est, Tesla a commencé à rendre ses voitures 100% autonomes et c'est largement étonnant. Les voitures électriques d'ailleurs dont les ventes ont dépassé en Europe celles du diesel, mais vous verrez que le diable se situe bien dans les détails. Et justement, alors cette semaine, on va s'attaquer à un gros pavé, à un bon gros sujet, la sale réputation... Pardon pour le chat dans la gorge. La sale réputation de la voiture électrique en termes environnementaux. Un énorme pavé qu'on aurait presque pu chapitrer. On aurait pu faire une semaine le lithium, la semaine d'après le cobalt, la troisième semaine le recyclage. Mais voilà, cette semaine vient de sortir un documentaire venu nous remettre les idées à l'endroit. Thomas, comment s'est passée ta semaine ? Bah écoute, super bien, beaucoup de travail. Et puis ouais, ce petit documentaire qui m'a bien surpris. Très franchement, explosif. Merci les Suisses, on va y venir. Avant tout, avant d'aller plus loin, je voulais vous remercier, vous tous qui nous écoutez aujourd'hui, si vous avez écouté en tout cas le numéro 0, sorti il y a maintenant près de 2 semaines. Pour plein de raisons. La première, c'est que honnêtement, on a lancé ça, on s'était pas donné des objectifs de vente terribles ou des objectifs d'écoute. Vous voyez ce que je veux dire ? On s'était pas mis un chiffre en tête. Alors, on va pas se parler de chiffres parce qu'on n'est pas là pour se vanter. Mais disons juste que le premier épisode des Doigts dans la Prise a quand même pris la tête du classement iTunes de la catégorie où on l'a publié, c'est-à-dire la catégorie automobile et loisirs. On est à la fois très fiers, honnêtement très étonnés parce que c'est rare d'arriver à faire ça avec juste un podcast à un épisode et apparemment ça vous a beaucoup plu parce qu'on a de très jolies notes sur la page podcast d'Apple mais pas seulement, même si très honnêtement on va se dire les choses, c'est quand même celle-là qui nous intéresse. Parce que la part des gens qui nous écoutent sur Apple Podcast est quand même assez massive, même si moi je suis toujours honnêtement agréablement surpris par les chiffres de plateformes comme je sais pas Pocket Cast par exemple. Pocket Cast c'est une communauté de fous de podcasts et qui apparemment sont toujours à la recherche de nouvelles choses à découvrir et on est ravis d'être là pour servir votre curiosité. Enfin voilà, moi j'étais presque ému en découvrant les chiffres, en découvrant le classement sur iTunes. Je l'ai regardé dans tous les sens en disant non c'est pas possible, il y a un bug, laisse tomber, on n'a pas dépassé France Inter, France Culture et puis 2-3 podcasts de maisons d'édition, on veut dire de gens qui en vivent alors que nous c'est quand même un hobby, un truc qu'on fait le dimanche une fois toutes les 2 semaines. Mais avec la pression amicale que vous nous mettez en ce moment, on va peut-être passer à un dimanche par semaine, comme dirait ma grand-mère. Vu qu'en plus on fait ça à l'heure de la messe. Alors on a aussi écouté votre feedback. Moi, il y a une chose que j'ai bien entendue, c'est qu'il y a des choses que vous n'aimiez pas. Il y a une chose qui est revenue plusieurs fois, à la fois dans vos commentaires sur les plateformes de podcast et sur Twitter. Il y a un truc que vous n'aimez pas, c'est ça. Eh ouais, ils ont pas aimé la petite musique de fond qu'on s'est mis, je dois dire, pendant un bon gros quart d'heure de l'épisode 0. Alors moi j'avais d'autres solutions, hein. Je disais tiens mais on peut changer de musique, hein. On peut mettre autre chose. Non, apparemment ils ont pas du tout envie d'entendre de la musique de fond. Je sais pas à quoi c'est lié, hein. Peut-être que c'est le côté répétitif parce que ce sont quand même des boucles, on va pas se mentir. Mais apparemment ils préfèrent nous entendre juste nous. Moi ça me va, hein. Moi aussi, ça me va. Très honnêtement, c'est plus facile à produire, c'est plus facile à monter. Donc, vous me simplifiez la vie en ce moment. Donc, je vais dire que nos intérêts et nos goûts, en tout cas, s'entrecroisent à un endroit extrêmement pratique pour moi. Venons-en à l'actualité de cette semaine. Et elle est lourde et elle est, j'ai envie de dire, un peu dingue. Ça y est, Tesla a enfin lancé publiquement la version bêta de son FSD, de son Full Self Driving, en gros du logiciel qui permet de faire passer ces véhicules existants à la conduite 100% autonome. Alors jusque-là, et c'est là que souvent il y a beaucoup de confusion dans ce qu'on lit et ce qu'on entend, on dit ah oui, regardez, Tesla fait des voitures qui sont des voitures autonomes. Alors oui, parce qu'en fait,
en termes de matériel, sur toutes les voitures, je crois qu'ils vendent depuis 2017, tout est là, les caméras, les capteurs et le reste. Mais il manquait le logiciel. Ce qu'on voyait jusque-là, c'était, on va dire, de l'aide à la conduite améliorée, Thomas ? Oui, c'était un peu ça. Hein. C'est une voiture qui peut ralentir, accélérer, s'adapter au trafic, qui peut dépasser aussi de façon automatique, mais il faut quand même demander à la voiture de le faire. Hein. Il faut quand même mettre le clignotant, et puis à ce moment-là, elle va entamer le dépassement. Il y avait pas mal de choses qui étaient automatisées. Pour l'avoir testé il y a un an et demi maintenant, je trouvais ça assez révolutionnaire et très franchement très surprenant. Donc elles sont quand même déjà un peu autonomes. Elles sont autonomes de niveau 3, si je dis pas de bêtises, c'est ça, non ? De niveau... Alors, est-ce que c'est niveau 2 ou niveau 3 ? On reviendra un jour sur les niveaux d'autonomie, parce que je pense que ça fait partie des choses auxquelles on va s'attaquer au fur et à mesure que finalement tout le monde grimpe dans les niveaux d'autonomie. Mais bon, y avait peut-être un petit abus de langage chez Tesla depuis le début, c'est-à-dire que ces fonctions d'aide à la conduite, d'assistance, ils les regroupaient sous un truc où ils appelaient ça l'autopilot. Or, l'autopilot, c'est quand même une grosse promesse. L'autopilot, sur un avion, c'est le truc qui, une fois que tu as décollé, t'amène jusqu'à destination et qui peut d'ailleurs même te prendre la main au moment d'atterrir. Donc, mais en même temps, c'est vrai, c'est pas faux aujourd'hui, parce que ces fonctions-là, elles te permettent, sur une Tesla, selon les pays, parce qu'il y a des questions de législation et on va y revenir, de prendre la main, en gros, du moment où tu rentres sur une bretelle d'accès d'une route pour automobile ou d'une autoroute, et puis qui te rend la main au moment où tu en sors. Donc, dans ce sens-là, oui, de fait, c'est une sorte d'autopilot. Ouais. Reste quand même que la vraie promesse, mais depuis longtemps, d'Elon Musk sur ses voitures, surtout sur la Model 3, donc la berline, qui est la chose qui vend de très loin le plus en ce moment, c'est de dire, ces voitures-là, si vous les achetez aujourd'hui, un jour, vous aurez accès au logiciel qui permettra d'en faire des voitures 100% autonomes, ce qu'ils appellent le full self-driving, c'est-à-dire la voiture 100% autonome. Quand vous cherchez ça sur Internet, vous pouvez taper FSD, vous verrez, tous les connaisseurs vous en parleront. Alors, c'était particulier parce qu'évidemment, toutes ces voitures qui sont vendues depuis au moins 3 ans sont proposées avec le full self-driving en option, une option qui se paye. Hein. Moi, la dernière fois, quand j'avais regardé l'année dernière, c'était quand même 6 000 €. Ça fait une bonne grosse option. Je crois même que ça a un peu augmenté depuis, d'autant qu'à chaque fois que la technologie avance un petit peu, Elon Musk dit on va d'ailleurs, le prix va augmenter la semaine prochaine. En gros, pressez-vous. Mais ça y est, la bêta est sortie, c'est-à-dire que des possesseurs existants de voitures Tesla ont reçu le logiciel en mise à jour sur leur voiture. Et je sais pas si t'as regardé, mais moi j'ai trouvé ça dingue. Ouais, c'est super. Enfin, c'est dingue. Ouais, c'est dingue. La voiture, de ta place de parking. Alors déjà, tu peux l'appeler, évidemment, si jamais tu es dans un magasin, elle est garée sur un parking, tu peux déjà l'appeler, ce qui est déjà assez fou. Et la voiture sort elle-même de sa place de parking et puis vient te rejoindre. Alors très 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 doucement, évidemment, en faisant attention à tout ce qu'il y a autour. Et puis tu montes dedans, tu mets ta destination et là, elle t'emmène, elle s'arrête au feu rouge. Elle fait le tour du rond-point, elle prend la sortie comme il faut. Ouais, c'est-à-dire que l'extension du domaine de la lutte, en fait, c'est la ville. C'est-à-dire qu'on sort juste de l'autoroute et des grandes voies de circulation pour arriver à négocier, je sais pas, un grand carrefour, un rond-point. Moi, évidemment, étant français, on a forcément l'angoisse du rond-point. Comment tu négocies un rond-point ? Oui, c'est ça. On est quand même les champions du monde du rond-point. Ouais. Or, négocier un grand carrefour avec des feux rouges, la voiture voit la signalisation, donc c'est pas ça jusque-là, c'est pas totalement dingue. Mais les ronds-points qui sont un truc où à un moment faut que tu t'imposes d'une manière ou d'une autre, ça j'attends de le voir. Évidemment, on est bien d'accord que le boss level de ce jeu vidéo-là, c'est quand même la place de l'Étoile à Paris. Voilà. Là, le moment où elle arrivera à faire ça, très franchement, parce que elle hésite un petit peu quand même. Je trouve parfois qu'elle elle manque un peu encore de rapidité. J'ai envie de dire de personnalité, en fait. De personnalité, voilà. C'est un peu ça. Elle n'est pas parisienne. Comme diraient les gens qui pilotent plus qu'ils ne le conduisent. Et c'est vrai que c'est ce moment-là où il faut que la machine, on n'est plus juste dans la prise de décision. Enfin, si, on est dans une prise de décision, mais
où à un moment, si évidemment le premier impératif c'est la sécurité, tu restes à ton entrée de rond-point et tu n'y entres jamais, parce qu'évidemment si tu vois toujours des voitures arriver, ou alors tu attends 2h du matin qu'il n'y ait plus personne. Et là non, apparemment ça fonctionne même sur les ronds-points. Alors c'est amusant, hein, vous pouvez aller chercher sur Twitter, sur YouTube, il y a plein de vidéos moi qui m'ont beaucoup amusé, où on entend et on voit des possesseurs de Model 3 qui ont reçu la mise à jour du full self-driving et qui vous montrent en gros à quoi ça ressemble. On voit la voiture de fait qui change toute seule de fil pour se mettre dans la bonne file, qui va tourner à gauche par exemple au prochain feu. Pour les Américains, tourner à gauche c'est tout un truc, hein, parce qu'évidemment vous êtes dans un pays où dans l'essentiel des États on a le droit de tourner à droite même au feu rouge, en faisant attention bien évidemment, mais tourner à gauche ça veut dire traverser vraiment l'intersection, et là ça leur pose plein de questions, mais non c'est saisissant, d'autant qu'évidemment la voiture vous montre en temps réel ce qu'elle voit au travers de ses caméras, ce qu'elle reconnaît autour d'elle de son environnement, c'est-à-dire les voitures, les piétons, la signalisation, les vélos, tous les turn-off. Enfin, alors c'est intéressant parce qu'évidemment, tout à coup, on comprend la valeur que Elon Musk mettait à sa technologie. C'est-à-dire parce que sur le papier, se dire ça va vous coûter $6,000. Ouais, mais là, tout à coup, on comprend quoi. Bah ouais. Là, tout d'un coup, ça devient vraiment concret, quoi. T'auras une voiture que tu pourras appeler pour venir te chercher chez toi. Pour te chercher là où tu es, et puis t'emmener à destination. Alors après, du coup, il va y avoir il faudrait se poser la question vraiment des cas d'usage concrets, quoi, parce que à quoi ça sert aussi une voiture à 100% autonome? Est-ce qu'on va se diriger vers le bureau dans la voiture? Est-ce que ça va permettre aux gens de travailler directement? Est-ce que ça va leur permettre, par exemple, aussi d'habiter plus loin? Parce que le temps que tu viennes au taf, tu peux déjà commencer à bosser dans ta voiture. Alors c'est encore le futur. Hein, on reste dans des projections. C'est hein. intéressant de voir d'ailleurs à quel point ce qu'on est en train de vivre au travers de la pandémie Covid-19 et de la redéfinition du travail, de l'extension du télétravail, etc. Et puis tout à coup de gens qui se disent si je travaille 3 jours par semaine chez moi, est-ce que finalement j'ai toujours intérêt à habiter 36 mètres carrés dans la grande ville, alors que pour le même prix évidemment je pourrais avoir des conditions de vie plus agréables mais plus loin. Là aussi c'est intéressant de voir à quel point ces technologies-là vont arriver comme une sorte de brique supplémentaire dans l'organisation de ta vie, mais la question évidemment c'est à quel horizon? Bah ouais, à quel horizon? Alors après, il y a déjà des pays pour lesquels le FSD, ça devient de plus en plus légal quand même, hein, il me semble. Il y a des États aux États-Unis où t'as déjà les voitures Google qui circulent, t'as déjà des pays aussi comme la Norvège, je crois, et le Canada aussi, dans lesquels on va déployer les versions bêta de Tesla, du FSD Tesla. Oui, parce qu'il faut préciser que malheureusement, et alors ça j'ai vérifié évidemment à l'instant où j'ai vu ça sortir, j'ai envoyé un message chez Tesla en disant alors à quelle heure on peut venir le tester? Et la réponse est tombée comme un coup près. La réponse c'est quand ce sera légal chez nous. Parce que pour l'instant, on peut le considérer comme une aide à la conduite, mais faire cette promesse-là, c'est-à-dire d'un véritable véhicule autonome où on veut, dans des conditions de circulation qu'on veut, il y a quand même encore quelques obstacles à parcourir, mais c'est promis, hein, dès que ça fonctionnera chez nous, j'ai envie de dire on ira le tester, c'est-à-dire on ira s'asseoir dans une voiture et lui donner une destination, ce qui est quand même le niveau zéro du test, j'ai envie de dire, mais en tout cas on sera intéressé à le faire, c'est promis, je pense qu'on enregistrera tout un podcast au volant de la voiture pendant que elle conduit, nous on pourra faire autre chose, même s'il là encore, et c'est là aussi la loi aujourd'hui, rien ne t'autorise à faire autre chose qu'à te concentrer sur la route et sur les conditions de circulation. Il y a pas un truc en France dans la loi qui te permet de dire c'est bon, la voiture conduit, moi je fais autre chose. Ouais. Pendant ce temps-là, je regarde toujours, et vous l'entendez, hein, ce possesseur de Tesla qui est en train de montrer sur YouTube ce qui se passe sur son écran, ce qui se passe autour de lui. Et c'est saisissant parce qu'en fait, tout ça convoque quand même une puissance de calcul
qui est impressionnante. On reviendra là aussi sur tout ce qui s'est passé en termes de calculs embarqués dans les voitures, parce que là aussi, toutes ces choses arrivent en même temps. C'est-à-dire que l'intelligence qu'il faut pour faire tourner le système arrive au moment où on a la puissance de calcul pour arriver justement à le faire tourner en interne. Et dans la voiture, non, c'est quand même dément. Je pense qu'on est face à une sorte d'effet de cliquet, c'est-à-dire qu'une fois que tu as vu ça, ton cerveau va refuser de revenir en arrière. Et c'est-à-dire que tout à coup, moi, je vois ça et je ne peux pas imaginer que ma prochaine voiture, on verra à quel horizon, n'ait pas ce genre de technologie. Même si c'est pour me laisser le contrôle la moitié du temps, même si c'est en termes d'assistance, juste pour arriver à t'avertir des dangers qui peuvent se situer devant toi, mais non, c'est dingue. Allez voir ça sur YouTube. Sur la disponibilité en France, évidemment, on a rien, on n'a pas d'idée. Chez nous, en fait, la voiture vraiment, vraiment autonome, ça reste un sujet, j'ai envie de dire, d'expérimentation pour l'instant. Bah, déjà, c'est une technologie que peu de gens déjà ont vue, peu de gens s'y intéressent. Donc fatalement, oui, au niveau, en tout cas légal, j'ai aucune idée vraiment de à quel moment ça peut se mettre en place. Après, on verra peut-être aussi comment les autres pays vont réagir à ça, quelle va être leur façon de réfléchir par rapport à tout un tas de problématiques, moi qui me font un peu penser aux lois de la robotique, tu sais. Pas au code civil ou pénal. Ouais, voilà, c'est ça, vraiment les lois morales, un peu comment tu fais quand tu as le choix entre une poussette et un piéton. Vraiment, c'est un peu ça aussi la question de la responsabilité aussi. C'est-à-dire que même si on sait que un véhicule autonome, si je prends Tesla, il est bien plus efficace, même si on le tacle souvent avec des accidents, des choses comme ça. Ça reste infime en fait en termes d'accidents. Oui, et puis surtout, faut pas oublier qu'on part d'un existant, on se compare pas à rien, on part pas de zéro, c'est-à-dire qu'on se compare évidemment à un véhicule thermique avec un être fait de dérivés carbonés au volant, c'est pas une machine. Et là-dessus, quand on rentre dans ce genre de comparaison sur l'accidentologie, sur tout ce genre de choses, oui, évidemment, je suis désolé de vous dire que l'avantage est quand même largement à la machine, parce que elle ne s'endort pas au volant, elle se bourre pas la gueule avant d'aller conduire, enfin voilà, elle s'énerve pas, elle est pas en train d'essayer de régler les conflits des enfants sur les sièges arrière. Je vous dis pas que tout ça est du vécu, mais je dis que ces choses existent. En tout cas, de notre vivant, on ne verra pas, à mon avis, une législation qui te permette d'aller picoler et puis de rentrer un peu plus alcoolisé que tu es parti parce que tu as un véhicule autonome. Ça m'étonnerait franchement que ça arrive quand même. Moi, je pense que si. Je pense que si, mais j'ai envie de dire, c'est informé et instruit par quelques trucs que j'ai vus il y a encore un an, à peu de choses près, sur ce qui se passe dans les bureaux d'études des constructeurs. Je me souviens être allé chez Renault pour aller voir une voiture dont le nom m'échappe, mais qui était en fait, alors évidemment, même pas un prototype, c'était un concept de à quoi ressemblerait une grande berline luxueuse à l'heure de la voiture 100% autonome. Et il y a plus de volant. Alors en fait, il y a un petit joystick que tu peux sortir en cas de besoin, je sais pas, pour la garer ou pour, enfin bon bref, tu sais, c'est un peu comme ces voitures qui comme roue de secours ont une espèce de mini pneu avec lequel tu sais que tu feras 10 bornes et pas plus le temps d'aller chercher une vraie roue. Là c'est pareil, c'est une espèce de cautère sur une jambe de bois, mais l'intérieur de la voiture c'est plus une voiture comme tu la connais aujourd'hui. Il n'y a plus de poste de conduite ou de pilotage. C'est plutôt une sorte de grand salon roulant avec une banquette, un bureau ou d'ailleurs. Et un minibar alors du coup. Oui, absolument. Non, mais tout à fait. Il y a un minibar. Ah non, mais c'était hyper luxueux. Je vous retrouverai le nom de ça. On le mettra dans les notes de l'émission, c'est promis, et je vous mettrai un lien parce que j'avais même fait d'ailleurs à l'époque un papier et une vidéo là-dessus, et c'était confondant parce que tout à coup, d'abord tes sièges et tes banquettes, elles n'étaient même pas tournées dans le sens de la route, elles étaient tournées sur l'intérieur de la voiture. Ok, j'ai vu ça, oui, je me souviens de ça. Et donc, c'est vrai qu'on fait déjà ce genre de projection, et ce genre de projection, elles sont compatibles avec ce qu'on voit aujourd'hui chez Tesla. C'est toujours ce qu'on dit, c'est les choses arrivent toujours plus lentement que tu le voudrais, mais plus vite que tu le crois. En tout cas, pour le FSD, j'étais vraiment surpris. Moi, je pensais vraiment que le FSD arriverait d'ici 5 ans, tu sais. Et là, Elon Musk nous a tous pris de court avec cette annonce au Battery Day. Faut dire que ça fait au moins 2 ans qu'il nous promet, et ça encore, ils l'ont pas fait. Il a du retard là-dessus, comme on dit toujours. Il gagne toujours à la fin, c'est sur le timing qu'il y a un débat. Il promet que, mais je crois qu'avec ça, il va y arriver,
que ça y est, il va lancer une voiture pour traverser les États-Unis toute seule d'est en ouest. Ce qui suppose quand même plein de choses, hein. Ouais, non. Il n'y a pas que les freeways, il y a aussi toute la recharge, mais je pense aussi que le problème se situe de ce côté-là, parce qu'il promet aussi qu'un jour on va arriver à des stations de recharge où tu ne sortiras même plus de ta voiture pour recharger. C'est-à-dire tu te gares, la station reconnaît ta voiture d'une manière ou d'une autre avec la plaque, et puis sort son petit tuyau de recharge comme une tête de serpent intelligent pour aller se plugger directement, alors que toi tu restes, j'ai envie de dire, dans l'atmosphère climatisée de ton véhicule. Est-ce qu'ils ont totalement abandonné l'idée, est-ce que tu sais ça, s'ils ont totalement abandonné l'idée du remplacement de pack batterie, parce que à une époque ils voulaient carrément remplacer le pack batterie. Il y a eu plusieurs projets là-dessus, hein, c'est-à-dire de dire finalement la recharge c'est un problème en termes d'autonomie, mais faut dire que ça arrivait à un moment où les batteries avaient pas une capacité d'en faire et surtout avaient un prix absolument terrifiant par rapport au reste de la voiture. Ça a quand même beaucoup baissé, donc je suis pas certain que ce soit d'actualité. Moi je me souviens il y a je sais pas près de 10 ans, il y avait un projet comme ça dont le nom m'échappe qui avait été lancé en Israël en partenariat avec Renault, où ils voulaient faire justement des voitures où tu arrivais dans des stations qui n'étaient pas des stations de recharge, mais où tu montais sur un petit pont et là la machine toute seule te mettait une batterie fraîche et sortait ta batterie à toi. Mais je sais pas, je pense que les technologies des batteries ont quand même largement assez avancé pour que ce soit plus vraiment d'actualité. Moi, je connais des gens, j'ai un ami parisien qui a fini par craquer et qui a pris une petite Model 3 chez Tesla. Et je dis, mais attends, mais tu la recharges où? Parce que t'as pas de parking. Je la recharge une fois de temps en temps sur des places Autolib. Mais une fois de temps en temps... Ah oui, c'est frappant parce que on le verra, on en parlera dans pas longtemps, mais l'essentiel des gens qui ont des voitures électriques aujourd'hui ont évidemment... Allez, dans l'ensemble, ils ont plutôt un pavillon à la campagne ou en banlieue et donc ils n'ont pas de problème pour la garer et pour la recharger. Mais l'autonomie de la voiture, qui en ville fait déjà plus de 500 km sans souci, fait que tout à coup ça devient accessoire. Donc l'idée du changement de pack de batterie, outre le fait que ça requiert une infrastructure d'enfer, c'est-à-dire que ça requiert un truc comme un réseau de stations-service, quoi. Mais là je pense avec des gens, parce que c'est dur à totalement automatiser. Je réfléchis à haute voix parce que si c'est possible, tu peux le robotiser. Enfin, c'est quand même vachement compliqué. Enfin, ça te pose des vrais problèmes d'infrastructure et de logistique, quoi. Tu dis? Avec les superchargeurs, c'est vrai que c'est complètement obsolète en fait comme système. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je crois que tu me disais que les superchargeurs étaient obsolètes. Ah oui, non, c'était la question que j'avais posée, parce que c'est vrai qu'Elon Musk avait prévu ça à un moment donné, mais c'était il y a assez longtemps quand même, et c'est vrai que maintenant qu'ils ont déployé tout ça, ça fonctionne tellement bien comme ça que oui, en effet. Alors justement, on se parlait de la voiture autonome, ça tombe très bien parce que cette semaine vient de sortir la première édition du baromètre de la Massif, cette mutuelle, sur justement les Français sont-ils prêts à accepter le véhicule autonome dans leur vie quotidienne. C'est intéressant, alors moi je trouve que c'est intéressant qu'ils en fassent en plus un baromètre parce que du coup c'est la promesse que ce sont des questions qui vont reposer de manière régulière pour voir à quel point l'acceptabilité de la voiture autonome, là on parle pas de voiture électrique, hein, mais même si évidemment ça va un peu main dans la main. Leur idée, c'est ça, c'est de dire on veut essayer de connaître ce qu'est la perception spontanée, comme ils disent, des Français envers le véhicule autonome. Donc, ils ont interrogé un peu plus de 4000 personnes, un panel représentatif de la population française en termes de genre, d'âge et de lieu d'habitation. Et puis, ils leur ont présenté plusieurs typologies de véhicules, plus ou moins autonomes pour différents types d'utilisation. Et alors, leur conclusion, c'est assez intéressant, c'est qu'en gros, les Français sont séduits par l'idée du véhicule autonome personnel, qui leur laisse le plus de liberté à bord, mais ils sont pas encore prêts à l'adopter. Ouais, c'est un peu ça. Alors, c'est surtout le cas, en fait, chez les gens qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais entendu parler ou vu de leurs yeux quelque chose qui fonctionne de façon autonome. C'est l'inverse, par contre, chez les gens qui, eux, ont vu un véhicule autonome en fonction. Oui, forcément. Voilà, parce que ça démystifie. Ça démystifie, ça rassure, ça impressionne aussi, hein, très franchement, quand tu montes dans une voiture qui se conduit toute seule, plus ou moins. Déjà, je t'ai dit, voilà, l'année dernière, j'avais testé ça. Forcément, ça rassure un peu, quoi, parce qu'on se dit que ça va encore plus évoluer, que ça va encore s'améliorer, que ça va devenir quasiment irréprochable, et objectivement irréprochable au bout d'un moment.
Donc forcément, ça rassure et ça séduit, c'est clair. C'est vrai, c'est amusant. Moi qui ai fait quand même pas mal de routes, quelques centaines, peut-être 1000 kilomètres en faisant joujou avec l'autopilot de Tesla sur plusieurs de leurs modèles. Il se trouve que sur la voiture que j'ai aujourd'hui, la mienne, qui n'est pas du tout une Tesla, mais qui est une voiture allemande d'un constructeur à 2 lettres, il y a de l'aide à la conduite, c'est-à-dire il y a un cruise control, il y a comment on appelle ça, un régulateur de vitesse adaptatif. Voilà, adaptatif en ce qu'il s'adapte à ce qui se passe devant toi sur la route, c'est-à-dire qu'il voit les voitures et il ralentit quand elles ralentissent, etc. Avec quand même, et ça c'est le grand luxe, une assistance au maintien de fil. En gros, il visualise la voie devant toi et il reste devant. Bon, évidemment, moi venant, ayant beaucoup fait joujou avec ce qui se passait chez Tesla et ailleurs d'ailleurs, parce que j'avais testé aussi un jour une Audi qui avait des choses remarquables en la matière. Donc, j'ai été ravi de la voir parce que ça sert tout le temps, mais pas forcément étonné. Et jusqu'au jour où j'ai mis la voiture dans les mains de ma maman, qui elle a regardé ce truc honnêtement comme si c'était un peu de la sorcellerie, c'est-à-dire que au début elle m'a pas cru. J'ai dit mais regarde là, tu vois, là sur la route ça va tourner, tu peux lâcher le volant, la voiture elle m'a non. Et la première fois où le cruise control, ça le connaissait bien, où le régulateur de vitesse s'est mis à freiner tout seul parce que la voiture de devant enfin c'était voilà. Donc je suis d'accord que je pense qu'il y a un état de sidération à passer avant de faire une telle confiance dans une technologie qu'on était habitué à maîtriser de bout en bout. Mais ça, c'est normal. Je pense que c'est des choses des étapes, j'ai envie de dire, qu'il faut arriver à passer dans sa tête avant même de les passer au volant, quoi. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour l'instant, t'as toujours 7 personnes sur 10 qui voudraient pas laisser leurs enfants dans une voiture autonome. Ah oui, bah pour l'instant, ils ne l'envisagent pas et il y a, ouais, c'est ça, près de 34% des gens qui répondent non, absolument non, jamais à la question, le véhicule autonome pourra transporter des enfants seuls en toute sécurité. Pourtant, qu'est-ce que ce serait bien. Moi, j'adorerais lancer ma voiture toute seule le matin pour dire, voilà, tu vas aller faire la tournée des écoles et puis quand t'as fini, tu rentres. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a aussi une sorte de barrière de l'âge. Il y a une fracture générationnelle entre les jeunes et les moins jeunes. Alors c'est intéressant parce que les 18-24 ans, ils font assez peu confiance aux voitures qui auraient une autonomie de niveau 3, c'est-à-dire une conduite autonome limitée, alors qu'ils sont 58% à faire confiance à une voiture qui aurait une autonomie quasi complète. Ouais, ça c'est un truc que je n'explique pas. J'avais noté ça. Curieux. Oui, c'est vrai que c'est curieux. Mais c'est vrai que ce qui reste, c'est que c'est ceux qui envisagent le plus de l'utiliser, c'est ceux qui l'ont déjà testé, quelle que soit la configuration dans laquelle ils l'ont testé. C'est intéressant. Mais ça fait partie des choses que tu peux pas croire tant que tu les as pas essayées, en fait. Ouais. Après, du point de vue d'un assureur, on peut se demander aussi justement, voilà, quels sont les intérêts pour eux, parce que le full self-driving pour un assureur, t'as beaucoup moins d'accidents, ça peut aussi changer complètement la donne. D'ailleurs, Tesla veut faire aussi sa propre assurance parce qu'ils connaissent très bien le profil de leurs clients, ils connaissent très bien leur façon de rouler, etc. Donc je suis pas étonné que la Massif fasse ce genre de baromètre. Ah bah, les assureurs, c'est un sujet qui les intéresse puissamment parce qu'évidemment, ça va poser plein de questions. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement que jusque-là, les tarifs des assurances des voitures électriques étaient un peu plombés par le prix des voitures électriques, par leur prix réel, hein, pas juste de leur prix une fois passé les mesures d'incitation, les mesures fiscales, les subventions, etc., etc. Donc c'était des voitures qui au début en tout cas étaient chères à assurer. Maintenant apparemment les tarifs baissent justement parce qu'ils s'aperçoivent que l'accidentologie est moindre que sur des voitures thermiques. Pas du fait de la motorisation, mais probablement justement du fait de l'assistance à la conduite et de meilleurs systèmes de sécurité embarqués et d'une sécurité. Là encore, on va arrêter de parler que de Tesla, mais dans le cas de Tesla, c'est quand même des voitures vachement sûres. Elles sont toutes 5 étoiles, Euro NCAP. Et d'ailleurs, les gens de Euro NCAP disaient s'il y avait 6 étoiles, on en mettrait 6, quoi. Donc c'est des choses qui se voient en termes d'accidentologie. Maintenant, ça va leur poser évidemment des questions. Alors je pense que dans ce débat, mais là aussi ça fait partie des choses qu'on peut se mettre de côté pour y revenir longuement, mais il y a des fausses questions.
tu vois, les questions sur regarde, si d'un côté j'ai une vieille dame et de l'autre côté une poussette avec 2 enfants, lequel des deux dois-je écraser? Bon, c'est une chouette question académique, j'ai envie de dire. Mais dans la vraie réalité vraie, ta voiture, elle va juste freiner. Elle va pas choisir, elle va pas choisir sa cible. Sauf si tu es allé chercher une mauvaise version de firmware hackée sur le dark web. Mais donc c'est pas. Et puis la question de la responsabilité aussi, parce qu'évidemment, ça veut dire que à terme, si tu es avant on disait au volant, mais maintenant on dira juste assis dans une voiture qui se conduit toute seule. La vraie frontière, ce sera le jour où, en termes législatifs, surtout, tu autoriseras quelqu'un à prendre une voiture alors qu'il n'a pas le permis de conduire. Ouais, ça fait toujours que la voiture a c'est assez faire de son côté pour t'éviter d'avoir même savoir à conduire. Et du coup, si t'as pas de permis de conduire et donc que tu ne sais pas conduire, alors comment se passe la responsabilité? Je pense que la responsabilité, on reviendra à celle du propriétaire de la voiture, parce que c'est lui qui va assurer son véhicule dans les conditions qu'il veut. Et c'est des choses d'ailleurs qu'on a déjà réglées par le passé. Oui, regarde, depuis, tu sais, pendant longtemps, il y avait des grosses batailles entre assureurs à chaque fois qu'un piéton se faisait écraser. En gros, on disait oui, mais est-ce qu'il a attendu vraiment que le bonhomme soit vert pour traverser, auquel cas c'est plus sa responsabilité. Enfin, bref, et c'était compliqué, et ça aboutissait à énormément de procédures avec des partages de responsabilités en disant bon, il pleuvait, donc il a peut-être pas vu que le bonhomme était rouge, ou alors la loupiote du bonhomme rouge fonctionnait pas, du coup il a traversé, mais bon, la voiture qui lui a roulé dessus, elle pouvait pas savoir parce que pour elle le fait. Bref. Et en fait, c'est des choses qui vont juste enrichir, faire travailler beaucoup d'avocats, mais qui pour les assureurs sont des opérations à somme nulle, parce que dans un cas, ils vont représenter le conducteur et dans l'autre, ils vont représenter le piéton. Donc en gros, ça ne fait que grossir le coût d'accidentologie et de procédures. Et du coup, en 85, il y a une loi qui est passée et qui a dit, bon, à partir de dorénavant, si tu écrases un piéton, t'es responsable. Peu importe les conditions, tu vois, responsable, j'ai pas dit coupable, personne ne va t'envoyer en prison, sauf si tu l'as fait de manière délibérée. Mais voilà, le droit de la responsabilité civile va évoluer pour que la question de la responsabilité se pose plus. En gros, t'es en voiture, tu écrases un piéton, c'est pour toi. Enfin, c'est pour ton assureur, en fait. Mais alors du coup, si t'écrases un piéton et que en fait finalement tu ne conduisais pas, tu étais en autopilote, la voiture en fait a bugué, ou il y a eu un bug. C'est-à-dire que lui, le piéton, il est strictement pour rien. Ouais. Toi non plus. Toi non plus. Oui, mais là, tout à coup, c'est 2 affaires différentes, j'ai envie de dire. Pour le piéton, c'est toi le responsable. Point. Après, est-ce que toi, tu vas te retourner vers le fabricant de la voiture pour dire mais regardez, il y a quand même eu un énorme bug. C'est une bonne question. Mais en tout cas, cette loi-là, par exemple, a largement simplifié les procédures, a fait d'ailleurs baisser du coup le prix des assurances, parce que voilà, à chaque collision piétonne, le coût de chaque dossier a baissé, tout simplement parce qu'on indemnise le piéton, on fait comme si c'était toujours la voiture qui est responsable, sauf dans des cas très précis. Ouais. En gros, il faut vraiment que j'ai envie de me suicider en me jetant sous tes roues, et j'ai envoyé au préfet un recommandé 2 jours avant pour lui dire à tel jour, à telle heure, je vais me jeter sous les roues de Thomas Degois. Après, la question de la responsabilité du logiciel, justement, ça fait partie des questions qui vont se poser au fur et à mesure qu'on va te promettre des systèmes qui sont capables de prendre des décisions tout seuls, de tout voir, tout savoir et de pas se rater. Peut-être qu'on devra accepter aussi d'une certaine façon que on a un système qui fonctionne mieux que l'humain. Maintenant, parfois, c'est peut être entre guillemets la faute à pas de chance, mais va accepter ça, parce que tu vois, c'est toujours on l'acceptera, je pense, dans les mêmes conditions qu'on l'accepte aujourd'hui sur un crash d'avion. Oui, non, mais même pas, mais sur le fait qu'il y a toujours une fatalité et que tu vois, tout est toujours possible. C'est-à-dire que on voit bien, il y a des collisions qui sont extrêmement difficiles. Tu vois, l'enfant qui déboule derrière un bus et que tu n'as pour le coup pas du tout le temps de voir, oui, ça c'est moche, mais ça peut arriver. Donc on va dire que la voiture autonome va réagir plus vite que toi, mais est-ce qu'elle arrivera à éviter ce genre de collision? C'est pas forcé, mais je pense qu'on se rassurera là encore en constatant, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter, que le nombre d'accidents
au final, va être réduit de manière massive. Ouais, Et c'est vrai qu'on peut se concentrer sur des questions qui sont pas des détails, mais qui vont être perdues, j'ai envie de dire, dans l'épaisseur du trait de ce qu'on va gagner par ailleurs. On fera venir un jour un assureur dans ce podcast pour qu'il nous dise le fond de sa pensée, ou au moins un spécialiste en assurance, parce que les assureurs, le problème c'est que à un moment il va falloir qu'ils se déterminent sur. Il y a déjà des assureurs qui te donnent un petit bonus sur ton tarif si tu as ces systèmes embarqués d'aide à la conduite, d'évitement de collision, de freinage automatique, etc., etc. 5%, genre de choses, 5 à 10%, je crois. Mais ça reste un débat intéressant. Autre chose, oulala, on va faire une émission très longue aujourd'hui. Les ventes de véhicules électriques et de véhicules hybrides, ça y est, ont dépassé les ventes de véhicules diesel. Alors, ne vous excitez pas, nous sommes en France, donc ces chiffres ne sont que des chiffres européens sur la globalité, mais de fait, les immatriculations ont atteint celles des voitures diesel en Europe en septembre, ce qui est fou, c'est-à-dire que t'imagines, enfin c'est-à-dire que il faut se souvenir que, je sais pas, le diesel, c'est un truc qui tenait 50 à 60% des ventes au total jusqu'à 2017. Alors évidemment, il y a eu un effet Dieselgate après l'affaire Volkswagen où tout à coup l'essence a repris du poil de la bête. Ouais. Chez nous, ça s'est amplifié aussi avec l'arrêt de certains encouragements. Enfin, nous, on a quand même été on est deux choses. Hein. On est le grand pays du fromage, on était le grand pays du diesel. C'est-à-dire que pendant longtemps, c'était quand même. Il faudrait que je ressorte les chiffres chez nous, mais c'était le diesel roi. Bon, évidemment, depuis le Dieselgate, on sent bien que voilà, c'est quand même une page qui est en train de se tourner. On le sent d'autant plus que maintenant, tu as des villes qui t'expliquent que tu pourras plus rouler en diesel chez elles en 2024, je crois. C'est 2024 Paris ou pas ? 2025, non ? En tout cas, c'est proche. Je mets le doute. Ouais, en tout cas, c'est assez proche pour que quand tu achètes une voiture aujourd'hui, tu te poses la question en disant alors attends, j'habite, tu vois, je sais pas, Senlis, Évry, Vincennes ou Coulommiers. Ah oui, mais ça veut dire qu'avec la voiture que je vais acheter aujourd'hui, je ne peux plus aller à Paris. Alors c'est pas que j'y aille toutes les semaines, mais quand même, ça pose question. Mais du coup, l'effet, j'ai envie de dire, macroéconomique, c'est ça. C'est de voir que hybrides et véhicules électriques ont dépassé, ça y est, les courbes se sont croisées, les véhicules diesel en Europe, pas les véhicules essence, hein, qui eux représentent encore plus de 50% des ventes. En gros, le diesel serait à 20-25 et les hybrides et voitures électrifiées au sens très large seraient à 25 également. Mais attention, comme je l'expliquais dans le sommaire, le diable se situe ici dans les détails, parce que là, évidemment, on dit, voilà, la voiture électrique la plus vendue, c'est la Tesla Model 3, juste devant la Zoé. Il s'en est vendu 15 000 en septembre contre 11 000 Zoé, c'est vachement bien. Ce à quoi il faut ajouter les hybrides, et puis les hybrides rechargeables. Là-dessus, côté hybride, la voiture la plus vendue, c'est la Toyota Corolla, suivie par la Ford Puma, et en hybride plug-in, c'est la Mercedes classe A, suivie par un petit SUV, par un gros crossover, le Volvo XC40 et l'Audi Q5. Alors là, j'ai quand même été... L'Audi Q5, ah oui, enfin, mais on n'est pas sur les mêmes chiffres, là, il s'en est vendu 3000. Et je me suis quand même posé une question, c'est de dire, oui, mais on empile là des chiffres de voitures qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que tu mets à côté, je sais pas, une Tesla Model 3 et une Audi Q5, qui est quand même un bon gros SUV. Le bénéfice en termes, je veux dire, d'émissions est quand même pas le même. Et c'est là que j'ai découvert, est un bien grand mot, mais que je me suis réapproprié un sujet que je connaissais mal, qui était celui de ce qu'ils appellent le mild hybride, l'hybride léger. T'as regardé ça, Thomas ? Oui, j'ai un peu vu ça. Bon, qu'en dire ? C'est, pour résumer, en gros, de mon point de vue, en tout cas, c'est du greenwashing. C'est-à-dire qu'on propose un peu d'hybride, mais alors qui ne permet pas de rouler en tout électrique, et qui en fait est une assistance au démarrage, ce qui est cool, hein, parce que on sait que les voitures elles consomment beaucoup aussi au démarrage, hein, normal, puisque tu dois bouger une grosse masse. Donc il y a une inertie forte et il faut quand même beaucoup de puissance pour dégager tout ça. Donc ça c'est intéressant, c'est vrai. Apparemment ça permettrait de réduire la consommation d'1 litre au 100,
ce qui est pas négligeable. Mais on reste à la marge, c'est-à-dire que ce sont des petites batteries avec un petit générateur, etc. Et on reste sur un moteur thermique quand même pour l'essentiel. Mais de fait, ça te permet de démarrer au feu ou on va dire de monter en régime et de monter en vitesse avant de laisser la main à ta voiture, enfin à ton moteur thermique, et du coup de fait on est plus dans l'économie d'énergie que dans tu vois les bénéfices pour la planète tout entière, d'autant que du coup tu as quand même cette espèce de double motorisation. Et je sais pas à quel point c'est une vraie fausse promesse, parce que on te dit t'achètes une hybride. Oui, mais c'est pas une hybride en fait. C'est pas un truc qui va te permettre de faire quelques dizaines de kilomètres. On se disait déjà la dernière fois qu'en fait la promesse déjà des hybrides est un peu, on va dire, un petit peu amplifiée par rapport à la réalité objective. Parce qu'on te dit, voilà, regardez, monsieur Ingrand, vous allez acheter une hybride. Hein. Ah bon, mais elle a quoi comme autonomie ? Sur la batterie, elle a 50 km. Et là, tu te dis, mais c'est chouette, je fais 20 km pour aller travailler. Donc je peux faire mon aller-retour et je la recharge après. Et en gros, je ne touche jamais au thermique. Et en fait, dans la vraie vie, c'est pas du tout ce qui se passe, parce que la voiture laisse la main au moteur thermique dès que tu montes un peu en vitesse, etc. Et là, c'est pire, parce que en gros, c'est je veux pas décourager les gens d'acheter ce genre de choses, mais on est quand même dans une sorte d'hybride d'affichage, quoi. Je sais pas vraiment ce qu'ils veulent faire avec ça. Ils veulent se donner, en fait, une image, ouais. Alors, je pense que c'est peut-être pas forcément que de l'image, parce qu'évidemment, ces constructeurs, ils ont aussi des obligations en termes d'émissions CO2, j'ai envie de dire, sur la moyenne de ce qu'ils vendent aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en a vu plein qui, là, on en parlait dans le numéro dernier, qui poussent énormément les ventes d'électriques pour la fin de l'année, parce que il faut que cette année, la moyenne de ce qu'ils ont vendu atteigne une moyenne, là encore, de 95 grammes de CO2 au kilomètre. Or, ils en sont assez loin. Sinon, oui, bien sûr. Sinon, il faut qu'ils rachètent des crédits à d'autres, ou qu'ils payent des amendes. Enfin, sinon, ça leur coûte très très cher. C'est ça. Du coup, je pense que cet hybride léger, le mild hybride, arrive comme une espèce d'élément de plus à leur mix énergétique pour arriver à faire baisser les émissions de CO2 moyennes de ce qu'ils vendent. Bon, du coup, je sais pas, il faudrait peut-être reprendre ces chiffres de vente en disant ça y est, l'électrique a dépassé le diesel, mais en sortant l'hybride léger, qui est je veux pas les accabler, mais ça a quand même un petit côté artifice, quoi. Ouais. Voilà, j'ai plus de foi dans l'amplification des ventes, la croissance des ventes des hybrides rechargeables, par exemple, parce que ça, c'est intéressant. Parce que de fait, pour des gens qui font des petits trajets, mais enfin en même temps, quand tu vois ce qui se vend en hybride rechargeable, c'est-à-dire Mercedes Classe A, bon d'accord, Volvo XC40, Audi Q5, Volkswagen Passat, ça c'est pas des trucs pour juste aller à la boulangerie et déposer l'enfant à l'école. Hein. C'est quand même des bonnes grosses routières. Ouais. Mercedes GLC, Volvo XC60, etc. Bon, mais de fait, si ça permet au moins en ville d'éviter les émissions, c'est quand même un pas en avant. Mais j'ai du mal, moi, de toute façon, à être vraiment très fan de l'hybride. On me l'a reproché, hein, j'ai eu des messages sur Twitter en disant non mais il faut arrêter de dire de mal. Non, c'est bien, mais j'ai envie de dire, j'ai plus l'impression que c'est une sorte de marche à franchir, de pied à l'étrier, en attendant que, ça y est, que l'électrique s'impose de manière, j'ai envie de dire, naturelle à partir du moment où les technologies sont vraiment abouties, et où les prix, surtout, se croisent avec le thermique. C'est-à-dire qu'il va arriver, là aussi, ce moment où les prix vont se croiser pour le même véhicule. Je parle pas des prix sur la durée, mais je parle même du prix d'affichage. Voilà, regardez, vous avez le modèle essence à 20 000 et vous avez le modèle électrique à 20 000. Vrai prix. Sans subvention. Là, le jour où on aura passé ce truc-là, là, ce sera terminé. Je sais même pas à quoi servira ce podcast à ce moment-là, mais je pense qu'il nous reste un petit peu de temps. On va quand même. Il reste un peu de temps et oui, et d'ici là, l'hybride et le mild hybride permettent de gagner du temps, on va dire, ou en tout cas de combler certaines attentes. Et ça permet aussi aux gens qui ont des véhicules qui sont quand même assez imposants ou des gros véhicules en effet, de pouvoir se dire tiens, voilà, là je peux rouler en hybride rechargeable. Donc finalement, je peux avoir aussi un gros véhicule. J'ai pas besoin de culpabiliser non plus pour mon utilisation en ville. Et comme ça, tout le monde est un peu content, quoi, finalement.
Ouais, non, je suis d'accord. Et puis il y a eu des constructeurs précurseurs là-dedans. Je pense à Lexus, mais c'est vrai que quand tu vois des gros SUV 7 places, je pense là, il y en a maintenant chez Audi, mais il y en a eu longtemps chez Lexus, et tu vois, il y a un petit H après le numéro, genre machin 400 H. Ah, c'est un hybride. Alors ça va. Oui, enfin, quand même, dans l'ensemble, c'est ça, voilà. On en vient à ce qui sera le gros morceau de cette émission. L'un des freins, finalement, quand même, à l'adoption de la voiture électrique, c'est pas seulement le prix, c'est pas seulement les questions autour de la recharge et du reste. C'est aussi la palanquée de bêtises, de sornettes et d'intox en tout genre, d'exagération aussi, qu'on entend depuis longtemps. Si on tape encore aujourd'hui, voiture électrique, environnement sur Google, on se retrouve avec plein de papiers qui te disent « Mais la voiture électrique est-elle si propre que ça ? Est-elle, voilà, attention, regardez, le lithium, le cobalt, ouais, tout ça, ça se recycle pas. » Même en publiant le podcast, d'ailleurs, le premier numéro il y a 2 semaines, j'ai eu le droit à des messages sur Twitter disant « De toute façon, vous n'arriverez pas à nous faire croire que la voiture électrique est propre. » Alors, plutôt que de faire un chapitre par sujet, ça tombe bien, je le disais dans le sommaire, cette semaine est sorti un documentaire qui s'appelle À Contresens, un documentaire suisse, mais remarquablement bien fait, qui va répondre à ces questions et qui va y répondre, j'ai envie de dire en vrai, en rentrant dans le détail de chacune de ces questions, de chacun des éléments des batteries, des terres rares et du reste, pour arriver à aller jusqu'au bout et à dire est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est pas bien, est-ce que ça c'est polluant, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas et tout le reste. Un documentaire réalisé par Mark Müller, qui lui est un spécialiste de la question, Mark Müller qu'on a appelé. Bonjour Mark Müller. Bonjour. Où est-ce qu'on vous rejoint là ? Vous êtes en Suisse, mais où exactement ? Je suis en Suisse, je suis exactement dans l'endroit où on a tourné le film. Dans le film, il y a des scènes de bureau, et je suis exactement à l'endroit où on a fait l'investigation pour ce film. Mais encore, à Genève, à Zurich ? Elle se trouve à Yverdon, c'est une petite ville à côté du lac de Neuchâtel. Alors, vous êtes spécialiste en développement durable, vous êtes ingénieur et vous avez eu l'idée de ce documentaire qui s'appelle donc À Contresens et qui essaie de reprendre pied à pied toutes les choses qu'on lit, qu'on entend sur la voiture électrique en général et puis sur certains des éléments de la voiture. Comment est-ce que l'idée vous est venue ? On réalise avec notre équipe des émissions, on produit des émissions, on anime des émissions sur l'écologie, des émissions télé, des émissions radio. Et puis, ça fait pas mal d'années qu'on entend parler de la voiture électrique qui arrive actuellement vraiment sur le marché. Et puis, depuis environ 2 ans, 3 ans, on voit que sur les réseaux sociaux notamment, il y a beaucoup d'opposants à la voiture électrique qui s'opposent à la voiture électrique le plus souvent pour des raisons environnementales. Et quand on a voulu parler de ces sujets dans nos émissions, on s'est rendu compte que c'était très difficile pour nous de trouver des sources, que ce qu'on trouvait sur la voiture électrique était souvent très mal sourcé, ou faux, ou pas clair. On ne savait pas qui avait écrit les contenus de ce qu'on lisait. Et de ce fait-là, on s'est dit, il y a vraiment un gros travail à faire. Et c'est comme ça qu'on a décidé de partir dans cette investigation. En clair, vous avez pris, j'ai envie de dire chapitre par chapitre, les choses qu'on lit et qu'on entend sur les batteries, leur composition, les minéraux utilisés, l'empreinte environnementale de la voiture électrique en général, tout ce qu'on met à l'intérieur. Vous vous êtes même amusé à démonter 2 voitures, une électrique et une thermique, pour comparer ce qu'on trouve à l'intérieur des deux. Ça donne un documentaire d'1 heure et demie environ. Et puis surtout, vous êtes remonté à la source finalement de tous ces éléments. Oui, parce que les informations qu'on voit le plus souvent seraient il y a des enfants dans les mines pour extraire les matériaux pour les voitures électriques, les batteries des voitures électriques ne se recyclent pas, la fabrication du lithium assèche certaines populations en Amérique latine en leur volant leur eau et tue les flamants roses, et puis les voitures électriques finalement ce serait que des voitures à charbon ou au nucléaire. Ça c'est ce qu'on entend, et si vous faites l'exercice vous-même, vous verrez que c'est très difficile de trouver des informations fiables sur ces questions, et en n'ayant pas ces réponses, c'est comme ça qu'on a décidé de faire cette investigation. Mais le plus important, c'est de se dire, mais en fait, si on dit que les batteries, ça se recycle, et d'autres disent que les batteries ne se recyclent pas, finalement, qui a raison ? On est qu'un expert de plus ou qu'un journaliste de plus à être dans un camp, les pro-voitures électriques, ou dans un autre camp, les anti-voitures électriques. C'est pour ça qu'on a dû se dire dans ce documentaire, on ne peut pas utiliser les experts, on ne peut pas utiliser les recherches scientifiques, et on doit tout refaire par nous-mêmes. C'est pour ça que notamment, on démonte des voitures électriques et des voitures
essence, on coupe les matériaux, on regarde avec des microscopes quels sont ces matériaux et ensuite, par exemple, la batterie, on la recycle nous-mêmes, donc on joue dans un laboratoire, de démonter chaque élément et de ressortir le cuivre, l'aluminium, etc., pour pouvoir faire la preuve par l'image de ce qu'on avance. Alors c'est intéressant parce que sur le cobalt par exemple, qui est un truc qui revient souvent dans la conversation, on en parlait encore dans le dernier numéro du podcast avec Thomas, on disait bah oui, par exemple Tesla, pour ne parler que d'eux, dévoile de nouvelles batteries où il y a plus de cobalt pour essayer de s'en détacher parce que le cobalt pose des problèmes. Et évidemment, on recite à chaque fois le fait qu'il y a au Congo des mines dans lesquelles travaillent des enfants. Ben vous y êtes allé au Congo. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Oui. Exactement. Le cobalt, c'est un élément pour l'instant qui est important dans les voitures électriques parce que le cobalt augmente la durée de vie des batteries, donc augmente la durée de vie de la voiture et puis évite les risques d'explosion. Donc si on met du cobalt, on s'assure d'avoir une batterie de bonne qualité, durable et qui n'explose pas au moins de petits chocs. Donc c'est un composant qui est encore assez important dans les voitures électriques, bien qu'il y en ait de moins en moins et probablement dans 2 ans ou 3 ans, il n'y en aura plus effectivement. Et puis c'est vrai qu'on associe cette image du cobalt et de l'enfant parce que au Congo, c'est à peu près 60-70% de la production mondiale du cobalt vient du Congo et c'est un des seuls matériaux qu'on trouve quasiment finalement qu'au Congo. Et on a vu beaucoup de vidéos d'enfants qui extraient le cobalt à main nue dans des mines, parfois sous la pluie, dans des conditions très difficiles. Donc on a décidé d'aller au Congo et ce qu'on a vu sur place nous a énormément surpris. Parce que déjà, la première chose qu'on voit sur place, et personne ne le conteste, c'est que 80% de la production est industrielle, elle n'est pas artisanale. La deuxième chose qu'on voit sur place et qu'on comprend en allant sur place, c'est que parmi les mines artisanales, en fait, c'est souhaité d'avoir des mines artisanales. C'est légal. Le gouvernement encourage les mines artisanales parce que c'est celles qui créent beaucoup d'emplois. Évidemment, si on a un gros camion américain qui, dans gros coup de pelle mécanique, va prendre 2 tonnes de cobalt en une fois, bah, c'est pas la même chose en termes de travail que des milliers de personnes qui travaillent dans une mine à ciel ouvert. Donc déjà, ils veulent les mines artisanales. Et puis qu'à peu près, c'est 20% de cobalt produit dans les mines artisanales, la moitié est légale, formalisée. Donc c'est des conditions de travail qui sont dures, mais c'est des endroits où il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes enceintes, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de drogue. Donc c'est un peu des coopératives minières comme on connaît des coopératives vigneronnes en Europe. Et puis le 10% restant, c'est le marché noir. C'est souvent en fait pas de l'économie forcée, mais c'est de l'économie familiale. Donc il y a des parents qui sont très pauvres, c'est un des pays les plus pauvres au monde, l'RDC. Et de ce fait-là, bah, quand on sait qu'il y a du cobalt qui vaut cher sous ses pieds, eh ben, le papa creuse, la maman donne un coup de main et puis les enfants aident à nettoyer le minerai. Sachant que ce phénomène est en train de ralentir parce qu'il y a eu le pic du cobalt il y a 3 ans en arrière où le cobalt arrivait à 95 000 $ la tonne. Et puis aujourd'hui, il est complètement redescendu parce qu'on en a presque plus besoin. Donc aujourd'hui, il est plutôt autour des 35 000 $ la tonne. Donc de ce fait-là, les mines artisanales illégales ont vraiment de la peine économiquement à tourner. Même plusieurs mines industrielles envisagent de fermer maintenant. Donc on est vraiment dans la désescalade du cobalt. Ce qui est intéressant, c'est que évidemment, on a tous en tête ces images d'enfants travaillant dans des mines. Ces images-là, vous n'êtes même pas arrivé à les tourner. Pourtant, j'imagine que vous avez cherché. Alors, si on veut chercher de la pauvreté, ben, je vous garantis qu'on va en trouver en RDC. Oui. Donc, c'est un pays extrêmement pauvre. La question, c'est la proportion et le lien de cause à effet. Et vraiment, la question qu'il faut se poser, est-ce que si j'achète aujourd'hui une voiture électrique, j'ai tendance à plutôt mettre des enfants dans les mines ou alors plutôt à sortir les enfants des mines? Et en fait, en allant sur place, on se rend compte de 2 choses. Un, c'est que les gens sur place disent il n'y a jamais de journaliste qui est venu nous voir, il n'y a jamais de journaliste qui est venu nous poser cette question. C'est exactement, très honnêtement, c'est exactement ce qui m'a frappé. C'est pas tant les images que vous avez rapportées, parce que de fait, on voit des grandes mines industrielles et on comprend que l'efficacité économique, elle est plutôt de ce côté-là. Mais c'est surtout que je me suis gratté la tête en disant mais en fait, c'est la première fois que je vois ces images. Alors que le sujet est absolument récurrent. Alors évidemment, il faut aller au Congo, il faut aller voir les mines, il faut, etc. Mais ces images-là, moi, je les avais jamais vues. Donc rien que pour ça, déjà, bravo, merci. Mais j'avoue que au nom de ma corporation à moi, tout à coup, on se gratte la tête en disant mais c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on n'est jamais allé voir sur place ? Oui, et sur place, la région des mines de cobalt, donc c'est cobalt cuivre, c'est la région de Kolwezi, n'avaient par exemple pas d'administration publique, donc ils ont créé une région qui est une administration publique, ils ont un gouverneur maintenant, alors qu'il n'y en avait pas avant, et le gouverneur nous disait « Merci, vous êtes les premiers à venir me voir », ce qui est quand même assez incroyable, sachant qu'on investit des dizaines de milliards en Europe pour la voiture électrique et personne n'allait se soucier de comment on produit réellement le cobalt. Il n'y a que des ONG qui dénoncent certaines conditions de travail,
mais le journalisme n'a vraiment pas fait son travail dans ce pays en tout cas. Ça s'explique parce que c'est loin, c'est difficile, ça coûte cher, les médias n'ont que peu d'argent actuellement pour faire de l'investigation, avec la chute des revenus publicitaires encore moins, donc il y a des raisons à ça. N'empêche, ça laisse justement le champ libre à n'importe qui pour créer n'importe quelle fausse rumeur, et c'est un terrain super favorable à des ONG qui peuvent être contre les grandes entreprises, ou à des ONG qui dénoncent des choses qui sont réelles et qui existent, ou à des constructeurs automobiles qui ont du retard dans leurs objectifs CO2 et qui laissent un peu aller des informations qui diraient que peut-être on a besoin de gagner un peu du temps, ou à des compagnies pétrolières qui voudraient peut-être encore gagner un peu du temps sur les nouvelles normes CO2. Tout ce flou, en fait, permet cette pagaille, cette zizanie qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas vous demander de me refaire juste à la voix le reste du documentaire. J'aime bien une chose sur le principe, c'est que vous avez un camarade dont le nom m'échappe, qui lui reste au bureau, et en gros, vous êtes tout au long du documentaire en relation téléphonique, au moins à l'image, et lui vous dit, mais est-ce que tu penses que cet article du Süddeutscher Zeitung qui nous dit que le lithium pollue, etc., est-ce que tu penses que c'est vrai? Et vous lui répondez, je ne sais pas, je pars au Chili pour aller vérifier. Alors, il y a un petit côté artifice de tournage, parce qu'évidemment, ça vous évite, par exemple, de faire une longue voix off pour vous poser toutes ces questions rhétoriques, finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça prend vraiment, pour moi en tout cas, le spectateur par la main pour dire voilà, en gros voilà ce que vous avez vu, lu et entendu ailleurs, et on est allé vérifier à votre place. Alors je passe sur le lithium parce que on en a déjà parlé dans ce podcast. Le lithium, c'est pas une terre rare. Le lithium, c'est un sel qu'on trouve, qu'on arrive à sortir par épandage. Vous êtes allé essayer de répondre à la question des effets environnementaux des mines de lithium, et même sur les flamants roses. J'ai trouvé ça très mignon. Mais là aussi, j'ai été frappé par exemple de voir une très grande mine de lithium, mais très grande, c'est quelques dizaines d'hectares, et où on vous dit, bah oui, mais ça répond à, je sais plus, c'était 20%, 30% des besoins en lithium de la planète. C'est-à-dire qu'en fait, ces mines à ciel ouvert, c'est finalement pas si grand que ça. J'étais assez frappé. Effectivement, une des choses qu'on a trouvées, comme vous le dites, c'est qu'une mine de cobalt ou une mine de lithium, c'est absolument petit. Enfin, on a l'impression toujours de l'immense mine qui détruit tout d'un point de vue de l'environnement, mais je veux dire, l'aéroport de Paris est plus grand qu'une mine de cobalt qui fait entière de la production mondiale de cobalt. Donc, si on a un problème avec l'occupation au sol, avec la déforestation, c'est bien chez nous qu'il faut régler ces problèmes, et il ne faut pas empêcher d'autres de créer de la valeur économique chez eux, sous prétexte que ce ne serait pas joli ou que ce serait une empreinte au sol qui serait trop importante. Oui, alors que là, ça se passe dans le désert de l'Atacama. Donc, y a des villes proches. D'ailleurs, vous allez les rencontrer, etc. Vous posez la question de la perméabilité entre ces mines de lithium et l'eau et les approvisionnements en eau. Mais là encore, c'est vrai moi, ce que je lis dans la presse, c'est le lithium a des effets environnementaux terribles, alors que c'est un sel. Enfin, c'est un peu, voilà. Moi, ça me fait penser vous voyez ce que je veux dire, à ce que je vois à Noirmoutier ou à l'île de Ré, où on fait de l'épandage pour sortir de la fleur de sel, en plus grand bien évidemment parce qu'on est dans une échelle plus industrielle, mais tout ça sur fond de on va arriver à une pénurie de lithium, alors que le lithium il y en a partout. Oui, alors le lithium, en termes de disponibilité, il y en a des ressources qui sont gigantesques, donc il n'y a vraiment aucun problème d'approvisionnement en lithium. Ce qu'on a découvert en allant, disons, dans le désert d'Atacama, ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des journalistes qui sont allés là-bas et des articles de presse qu'on trouve disent le lithium assèche l'eau potable et les nappes phréatiques des habitants qui sont autour. On est allé sur place, on a demandé aux habitants qui nous ont dit absolument ça. On est allé demander à des ONG, la moitié des ONG ont dit c'est vrai, l'autre moitié nous a dit on peut pas le prouver du tout. Et enfin, on a trouvé des études scientifiques qui nous disent à l'heure actuelle, on n'est pas capable de démontrer si ça a un impact ou pas. Donc on est vraiment la balle au milieu. Mais c'est très étonnant que de nouveau, il n'y ait pas d'articles de presse ou d'articles scientifiques publiés, connus, reconnus en grande quantité, qui disent simplement le lithium a ou pas d'impact ou un impact très faible, ce qui est la conclusion à laquelle on arrive si on regarde ça de façon neutre. Et de l'autre petit clin d'œil que j'aime bien faire aussi en même temps, c'est que tous les écosystèmes dans le désert d'Atacama sont déjà condamnés par le réchauffement climatique. C'est-à-dire, il y a absolument aucune chance qu'avec plus 2 degrés ou plus 3 degrés, les flamants roses, les écosystèmes ultra fragiles dans ces déserts puissent survivre. Et le changement a déjà commencé, puisqu'il y a 2 ans, il y a eu des pluies diluviennes qui ont absolument arraché toutes les routes et qui ont vraiment tué tous les nids de flamants roses à cause des changements climatiques. Donc, ils sont bien plus en danger par la combustion inouïe de pétrole qu'on a dans nos sociétés que par l'exploitation très localisée du lithium dans des mines très localisées. Thomas, toi aussi, tu l'as vu le documentaire. Qu'est-ce que tu y as appris ?
J'y ai appris que c'était difficile d'avoir vraiment une opinion tranchée sur certains sujets. Notamment sur le lithium, mais en revanche que c'est quand même assez évident qu'il y a une espèce de vide un peu informationnel sur les sujets du cobalt, les sujets du recyclage dans le champ public finalement. Et ce documentaire-là, au départ quand j'ai commencé à regarder le documentaire, je me suis dit tiens, est-ce que ça va être un documentaire à charge sur la voiture électrique, sur Il y en a eu, hein. Il y en a eu, bien sûr, évidemment, mais c'est quand même, il y a quand même une mise en perspective qui est super intéressante, notamment, voilà, au niveau du cobalt. Moi, pour moi, dans ma tête, en effet, comme toi, j'avais l'image des enfants, j'avais l'image de Blood Diamond, un peu ces gens qui sont dans une pauvreté extrême et qui vont aller extraire du cobalt, alors qu'en fait, ça concerne 10% de la population et qu'en plus, on apprend que le gouvernement met en place un point de négoce central qui est censé mettre un terme justement à tout si j'ai bien compris le propos, qui est censé mettre un terme à ces choses-là. Donc ça m'a un peu ouvert les yeux sur justement le vide qu'il peut y avoir dans la presse grand public et puis la réalité en fait finalement. Ouais. Comment on explique, Marc Muller, ce delta, cette différence qu'il y a justement entre la réalité objective que vous êtes allé voir et ce qu'on entend, ce qu'on lit? Moi, j'ai encore, en mettant en ligne le premier épisode du podcast la semaine dernière, il y a des gens qui ont réagi en disant « Oui, mais enfin, vous nous ferez pas croire que la voiture électrique elle peut être propre. » Alors qu'on peut avoir un débat, parce qu'évidemment, sur le fond, le bilan CO2, par exemple, on n'a parlé que du CO2, mais d'une voiture électrique est supérieur à celui de son équivalent thermique, mais les courbes se croisent finalement assez rapidement, parce qu'évidemment, à chaque fois que je fais un plein de ma voiture à essence, mon empreinte CO2 s'étend beaucoup plus que ne le ferait une électrique. Comment vous expliquez cette différence? Et surtout, comment expliquez-vous que ça dure? Ce qui est très intéressant pour nous, c'est de travailler là où il y a un grand écart entre l'état des connaissances scientifiques et l'état des connaissances populaires. On peut aussi reconnaître qu'en Europe, à peu près 9% de la population pourrait imaginer que la Terre est plate. Comment expliquer aujourd'hui que personne pense que la Terre est plate en Europe? Ça fait un petit peu rigoler, mais après, on est dans des 45% des Américains qui croient que le réchauffement climatique n'est pas dû à l'homme, la moitié de la population européenne qui pourrait envisager que les vaccins ne servent à rien ou est en complot de la pharmaceutique. C'est un peu toutes ces mêmes questions, en fait, et la voiture électrique nous permet de très bien l'illustrer parce qu'il y a des choses qui sont vraiment faciles à démontrer. Qu'une batterie, ça se recycle aujourd'hui, c'est vraiment démontré en 5 minutes, alors que pourtant, beaucoup de gens pensent que la batterie d'une voiture électrique ne se recycle pas et a un gros problème environnemental. Accessoirement, c'est la loi aussi. Et c'est la loi, on doit recycler au moins un certain pourcentage. Donc c'est très intéressant d'utiliser cette thématique et finalement on pourrait presque concevoir que le documentaire parle pas vraiment de voiture électrique, mais il parle de notre rapport à l'information. Et le rapport à l'information est vraiment la base de tous les débats démocratiques comme ceux qu'on peut avoir sur le Covid actuellement ou d'autres. Et on voit que dans un domaine dans lequel le journalisme n'a pas bien fait son travail, en fait c'est un cadeau qu'on fait au lobby parce qu'avec les réseaux sociaux, ils ont des possibilités avec relativement peu de moyens finalement à complètement détourner l'opinion publique et arriver à manipuler vraiment l'information. Et en ça, je pense que c'est un peu une leçon ce documentaire de voir à quel point on a tous été victimes de cette désinformation, ce qui ne veut pas du tout dire que la voiture est 100% électrique et 100% écologique, qu'elle est toute parfaite, qu'il n'y a rien à changer, bien au contraire, je pense qu'on le montre aussi dans le documentaire, mais vraiment de dire waouh, comment est-ce que je m'informe aujourd'hui? Et l'information a un prix, elle a un coût et il est vraiment temps qu'on commence à la payer aujourd'hui pour laisser faire une bonne investigation. Et je crois que c'est vraiment ça le message du documentaire, en fait. La seule chose, moi, qui m'a manqué, en fait, dans le documentaire, c'est que vous arriviez à remonter à la source de certaines des choses qu'on voit et qu'on lit et qu'on entend. Moi, j'ai le souvenir, évidemment, de cette étude de l'ADEME, chez nous, en France, qui faisait un comparatif entre thermique et électrique, qui n'était pas du tout au bénéfice de l'électrique. Ça, c'était il y a 3-4 ans. Et en fait, en creusant l'étude, on s'apercevait que pour faire cette comparaison du puits à la roue, comme on dit, par exemple, le bilan carbone du thermique
pour eux, ne commençait qu'à partir du moment où le carburant était dans le réservoir de la voiture. Donc évidemment, évidemment, il y avait un biais quand même qui était assez fort en termes statistiques et qui était d'ailleurs assumé parce que c'était marqué dans l'étude. On dit voilà, on a pris la décision de ne compter qu'à partir de... Ce qui évidemment mettait de côté toute l'empreinte carbone de l'extraction, du raffinage et du transport du carburant. À ce jeu-là, moi, je peux vous faire des études où je gagne à tous les coups. Mais à tel point qu'évidemment, ils ont refait une autre étude. Mais la première, par exemple, a une vie médiatique extrêmement longue. Je la vois encore citée aujourd'hui dans des articles de presse. Bon, ça c'est des études toutes pétées, ça existe. Hein, c'est pas voilà, c'est après la science avance. Mais vous citiez par exemple dans le documentaire une étude géniale de Hummer. Ça, c'était avant que Hummer fasse une voiture électrique. Ça, c'est beaucoup plus récent. Et Hummer qui dit que non, finalement, recyclage aidant, leurs voitures ont une empreinte tout à fait correcte par rapport à une voiture électrique. Ça, on comprend que des industries se défendent en faisant du cherry picking, comme on dit, c'est-à-dire en arrivant à trouver les 3 chiffres dans la réalité qui appuient leurs propos. Mais comment expliquer que ces choses-là durent dans le temps ? Est-ce que c'est aussi parce que finalement, ça surfe sur une sorte de résistance au changement qui est presque innée à l'humain, c'est-à-dire qu'on se retrouve devant quelque chose de nouveau, et quelque chose de nouveau, on pourrait se parler de la 5G, doit forcément poser des problèmes et des dangers. Oui, d'une façon générale, je pense que dans certains sujets, on perd un peu le contrôle de la narration collective. C'est qu'est-ce qu'on se raconte comme histoire autour d'une thématique. Et puis, les réseaux sociaux deviennent des amplificateurs à histoires, à rumeurs. Certains les manipulent, d'autres les subissent, mais n'empêche, tout le monde y participe. Et puis, quand on fait des études dans un domaine qui change extrêmement vite, on peut aussi faire le parallèle avec le Covid, où on est en train d'apprendre plein de choses. Donc, ce qui a été dit il y a 6 mois est complètement faux par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui et peut-être même l'inverse. Et la voiture électrique, c'était la même chose. Des données qui dataient d'il y a 5 ans en arrière n'ont plus rien à voir avec les données d'aujourd'hui. Une batterie équivalente il y a 5 ans avait besoin de 3 ou 4 fois plus de matériaux pour avoir la même quantité d'énergie contenue dans sa batterie. Donc les choses changent. Le taux d'énergie renouvelable en Allemagne augmente chaque année. Donc déjà les choses changent dans la réalité. Ensuite, les études scientifiques ont toujours 4 à 5 années de retard sur la vérité des faits parce que ça prend du temps à publier. Et puis l'opinion publique veut des choses tout de suite, des raccourcis, des choses simplistes qu'on peut partager avec 2 phrases et 2 gros titres. Et on est là vraiment dans cette difficulté d'arriver à ramener des faits dans le débat public. Et c'est une question sur laquelle moi j'ai aucune réponse. Et on n'a pas de réponse. Je crois que toute l'équipe du documentaire n'a pas de réponse à cette question. Comment on va faire pour ramener des faits dans nos démocraties ? Est-ce que vous pensez que le fossé qui sépare la réalité objective et scientifique et la connaissance qu'on a le public va arriver à se combler finalement avec le développement de la voiture électrique, le fait que les constructeurs s'y mettent et qu'ils ont du coup pas des discours contraires. Vous citez dans le documentaire Carlos Tavares qui était vent debout contre l'électrique, qui est toujours pas très très fan, même s'il en fait, mais qui est pas fan des subventions, qui est pas fan du fait que le CO2 moyen émis par ces voitures doivent baisser de manière constante. Bref, est-ce que ces discours-là vont changer avec la généralisation de l'électrique à terme ? Oui, bien évidemment. Carlos Tavares, c'est évidemment lobby, c'est le représentant de l'industrie automobile, donc c'est un lobby très puissant et il a tout un intérêt à pleurnicher le plus possible pour essayer de ralentir les normes CO2, pour que ce soit l'État qui paye toutes les infrastructures de charge, qu'il ait des subventions pour ouvrir de nouvelles usines, qu'on lui paye ses futures batteries, et que l'industrie européenne, qui a été arrogante, qui a pris un retard pas possible, qui a été à rebrousse-poil au maximum, qui s'est fait dépasser tant par les Américains que par les Chinois que par les Japonais, essaye par tous les moyen de dire que c'est la faute des gouvernements et que c'est la faute des normes CO2 si ça marche pas. Donc ils font gentiment leur devoir, mais c'est une posture de lobby. Et d'ailleurs, M. Tavares a refusé toutes nos demandes d'entretien. On devait le voir à Genève et à Francfort et à chaque fois il est annulé à la dernière minute. Donc il est dans une position en termes de discours qui est vraiment plus tenable. Et du point de vue du consommateur, je pense que c'est à nous les journalistes de faire, enfin moi je suis pas journaliste, mais c'est à vous les journalistes de faire des choix et que ces débats cessent. Tout ne se vaut pas, tout n'est pas gris. Il y a des choses qui sont vraiment très proches du blanc, des choses qui sont très proches du noir. Il faut vraiment qu'on réussisse à raconter des histoires qui permettent de clarifier les choses pour le consommateur et que même si c'est pas tout parfait, au moins qu'il va dans la bonne direction et qu'il sache dans quelle direction aller. Donc moi, je suis très optimiste en tout cas sur la voiture électrique, qui n'est pas le seul moyen de mobilité écologique à mettre en place. Il faut aussi faire le reste, les transports publics, la mobilité douce. Mais en tout cas, je crois que c'est en train de changer très vite et dans les 2-3 prochaines années, ça va être très impressionnant les réductions de CO2 qu'on va pouvoir obtenir grâce à la mobilité électrique.
Petite question sur le discours de Carlos Tavares. J'avais vu une interview de vous où vous disiez qu'il avait pas dit toute la vérité sur les véhicules électriques, sur l'impact des véhicules en général et sur le climat, et que à l'époque où il était responsable du programme véhicules électriques chez Renault, voilà, il avait tenu un certain discours, qu'il avait récemment changé aussi d'argumentaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur son argumentaire? Quelle est sa position justement maintenant par rapport aux véhicules électriques, maintenant qu'on sait que le marché va se polariser sur ce véhicule-là, après avoir éventuellement pris des distances par rapport à ce moyen de mobilité, quel peut être son discours maintenant qu'il va devoir s'y mettre lui aussi? Carlos Tavares, c'est un industriel qui est brillant, c'est un chef d'entreprise qui est brillant, c'est quelqu'un de malin. Donc évidemment, avant qu'une industrie se lance dans la voiture électrique, évidemment qu'il connaissait toutes les filières de recyclage, qu'il connaissait toutes les filières d'approvisionnement. Les constructeurs sont parfaitement au courant de ça. Donc quand il avait un discours il y a 3 ans en arrière qui disait quel est l'impact environnemental de l'extraction des matières premières, quel est l'impact de l'extraction du recyclage des batteries, je le remets en doute, je ne voudrais pas un nouvel Dieselgate. Là, il était clairement dans le mensonge. Je ne peux pas expliquer ça autrement. Il avait ces infos et il a décidé de partager d'autres infos parce que ça arrangeait son industrie. Donc là, on est dans le cas assez classique du lobbyisme. Et puis petit à petit, il s'est fait rattraper par les interviews. Il a donné de moins en moins d'interviews là-dessus, de moins en moins d'informations. Et puis là, il est revenu à la charge avec un discours il y a une année en arrière environ complètement différent, où maintenant que les questions d'environnement sont gentiment réglées, on sait que la voiture électrique est bien plus propre que la voiture à essence. Donc il inverse le discours parce qu'il voit qu'il est en train de perdre sur le premier discours et il en cherche un deuxième pour continuer le lobbyisme, pour se faire payer des bornes, etc. Donc c'est un pur travail de lobbyisme et il le fait très bien, faut lui le dire, il le fait très très bien et il défend les emplois en France. Ne jamais oublier que le meilleur vendeur, c'est celui qui vous vend ce qu'il a en magasin à un instant T et pas ce qu'il va faire dans 5 ans. Exactement, il avait cruellement besoin de gagner du temps et ce qu'il est en train de faire maintenant avec le groupe PSA, comme le groupe Volkswagen le fait aussi, c'est remarquable. Aujourd'hui, ils sont vraiment en train de rattraper leur retard, mais ils avaient 4 ans de retard, voilà. Et ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ont perdu 4 années, donc c'est 4 années d'amende, c'est 4 années de retard de production, ça va être 4 années de perte d'emploi, de perte de savoir, et ça va leur coûter très cher, bien sûr. Si on parle de retard, et on peut peut-être parler d'avance, et qui parle de voitures électriques, peut difficilement ignorer Tesla. Où se situe Tesla selon vous? Je pense qu'on est peut-être tous d'accord sur le fait qu'il y a une certaine avance que Tesla a prise sur la concurrence. Comment ils se situent sur leur impact environnemental? Et selon vous, quels sont les next steps pour eux pour encore améliorer finalement leur empreinte écologique? Tesla, la grande question, c'est qu'il y a toujours un gap entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Mais au final, c'est assez surprenant de voir que ce qu'ils disent, ils le font toujours avec un peu de retard, mais ils le font quand même toujours à la fin. Oui, le gap est toujours temporel. Il est jamais factuel, mais il est temporel, on est d'accord. C'est ça. Puis, disons, c'est le seul constructeur automobile qui publie un réel rapport sur son impact environnemental global. On y apprend, par exemple, que Tesla produit 3 fois plus d'énergie renouvelable que ce que consomme l'ensemble de son parc automobile de Tesla vendu à travers le monde. On apprend qu'ils ont des filières de recyclage qui sont en place ou qui sont en train de mettre en place, etc. Donc, c'est les seuls à publier un vrai rapport avec des chiffres quantitatifs, qualitatifs, où ils en sont, etc. Ce que les autres constructeurs ne font pas. Donc, on sait que sur aussi le recyclage des batteries, ils ont des options, etc. Donc, en fait, c'est assez impressionnant qu'ils intègrent tout grâce peut-être à cette vision incroyable de Elon Musk qui veut maîtriser la production d'énergie, maîtriser la production, le recyclage des batteries, la fabrication des batteries, et qui est aujourd'hui en train d'ouvrir des mines, notamment de lithium aux États-Unis, pour produire sur le sol américain les minerais dont il a besoin. Bien, je rappelle à contresens qu'on peut aller voir sur acontresens-lefilm.fr. Vous avez fait un .fr, c'est un bon réflexe. Merci infiniment, Marc Müller. On encourage tout le monde à aller voir ce documentaire qui a quand même le mérite, et en plus en images, mieux qu'un rapport de 500 pages, de remettre les choses à l'endroit. Merci beaucoup. Oui, et peut-être une dernière information. Ce film est accompagné d'une application qu'on peut trouver sur le Play Store et l'Apple Store qui donne toutes les sources de façon transparente. Il y a des centaines de sources et c'est vraiment une innovation journalistique. Quand on regarde le documentaire, si on a un doute sur ce qu'on voit, on peut cliquer et ça nous donne immédiatement toutes les sources par email liées à l'information que vous êtes en train de voir. Et c'est un travail qui est encore beaucoup plus gros parce que faire du journalisme et puis après publier quelque chose, c'est une chose, mais publier en même temps toutes les sources, trier, commenter, classer de façon transparente fait que notre travail est aussi très facilement attaquable, étant donné qu'on a vraiment confiance dans le travail scientifique qu'on a fait, on le fait très volontiers, et qui va vraiment en direction du journaliste transparent, accessible à tous. Et ça, je crois qu'il y a aussi une deuxième grosse innovation journalistique grâce à ça. Merci Marc Müller.
Bon courage pour la suite, hein. Et pour le bébé, faites un petit documentaire, ça mange pas de pain. Il y aura quelques vidéos. Merci. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Eh ben voilà, c'est super. Ça t'a plu ? Ah, c'était super. Moi, j'ai appris des choses. Surtout dans la simplicité, en fait. C'est-à-dire juste vraiment, pour la première fois ou presque, tirer les chevaux de chacune de ces questions jusque là où on l'avait pas vraiment emmené jusque là. Alors juste une indication, on a enregistré cette interview il y a quelques jours, juste avant une sorte de projection collective organisée sur le site du documentaire à contresens-lefilm.fr. Il y a eu, je crois, 1300-1400 personnes qui sont allées le regarder en même temps, en version payante, hein, c'est une dizaine d'euros. La bonne nouvelle, si vous voulez voir le documentaire, c'est qu'il vous reste quelques jours, presque quelques heures, aurais-je envie de dire, pour aller voir un replay, toujours sur acontresens-lefilm.fr. Après, je ne sais pas où vous pourrez le voir, parce qu'évidemment, ils sont en train d'essayer surtout de le vendre à des chaînes de télévision. Donc, ce sera probablement gratuit, pas forcément, mais en tout cas, ce sera pas tout de suite. Je vous conseille vraiment d'aller voir le docu. C'est un vrai beau travail, fouillé, comme on aimerait en voir plus souvent, comme on dit à la télévision. Il t'est resté des questions à la fin de ce documentaire, Thomas ? Ouais, quand même. Déjà, moi, je trouve que c'est un documentaire qui fait du bien parce qu'en effet, on apprend des choses. Il y a vraiment un fantasme sur la voiture électrique, il y a un vide informationnel. Donc, ça fait plaisir d'avoir des gens qui ont une démarche scientifique d'une part, à savoir, on va prendre le problème à la base, on va aller choper tous les maillons de la chaîne, et puis d'une façon aussi journalistique et un peu romancée qui fait que c'est super intéressant. On part avec eux, on fait tout ensemble, et on se rend compte qu'en fait on n'y connaissait pas grand-chose sur certaines problématiques. Et puis après, moi j'ai trouvé qu'il y avait une réflexion super intéressante aussi à avoir par rapport à des gens comme Tesla, tiens encore une fois. Tesla, par exemple, tu vois, se retire du cobalt, et c'est pas les seuls. Je veux dire, pour préserver leur réputation, tu as des boîtes qui s'en vont. Simplement, qu'est-ce qui va se passer ? Il peut se passer que tout simplement, en fait, les usines et les industries légales vont peut-être aussi se retirer progressivement. Si tu as moins de demandes, tu auras moins d'investissement, fatalement. Bien sûr. Qu'est-ce qui peut se passer derrière ? C'est qu'il reste justement des exploitations plus ou moins légales qui vont vendre plus ou moins cher, donc qui vont aussi être moins regardants sur les conditions de travail et peut-être aussi pousser finalement des gens qui, comme ils sont moins bien payés, ils vont peut-être devoir faire travailler leurs enfants. Et puis finalement, on peut se demander dans quelle mesure des gens qui voudraient en fait prêcher le bon en disant moi je me retire de ce truc-là, dans quelle mesure ça va pas justement un peu vicieusement favoriser. Ouais, tu veux dire une sorte d'effet de bord en fait. Mais on le voit bien quand même dans le documentaire, c'est-à-dire que par exemple au Congo, on voit le pays qui est en train de réorganiser le commerce du cobalt pour justement éviter toutes les mines artisanales, ou en tout cas les forcer à rentrer un peu dans le moule en termes de normes. C'est ça qui est dommage, c'est qu'au moment où ils se réorganisent, où ils veulent tout faire bien, t'as des mecs qui s'en vont, quitte à finalement laisser ces 180 000 travailleurs après c'est la loi du marché, c'est la loi de l'offre et de la demande, mais c'est voilà. Je te mets à l'aise, je pense pas que le cobalt va s'effondrer du jour au lendemain, au moment où tous les constructeurs se mettent à faire de l'électrique, où l'essentiel des batteries les utilisent, et où pour l'instant l'électrique sert encore, tu vois, c'est 6% des ventes. Donc il y a de la marge encore. Je pense que ils vont continuer à creuser quand même au Congo, on l'espère, dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que je veux dire ? Ah oui, du coup je suis allé rechercher, parce qu'évidemment on en parlait avec Marc Muller de Tavares chez Peugeot qui disait pique-pendre de l'électrique, et puis dans un truc qu'on voit ressortir régulièrement sur les réseaux sociaux, même si nécessairement son opinion a dû évoluer maintenant qu'il en vend plus. Et alors, en creusant un peu, j'ai trouvé une déclaration de Carlos Tavares qui dit « Contrairement à ce qu'affirment certains, ce n'est pas un pari de faire de l'électrique, mais une démarche courageuse et stratégique vers laquelle il convient d'aller. Nous avons un défi environnemental devant nous qu'il convient d'affronter et de régler au mieux. » Et là, tu te grattes la tête, tu te dis « C'est vraiment lui qui l'a dit ?» Les études montrent que le véhicule électrique, toujours entre guillemets, est plus économique et que son développement est inéluctable. Et là, tu te dis « Mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cette incohérence totale dans le discours de Tavares ?» Oui, mais ça, il l'avait dit en 2013 quand il était encore chez Renault. Et voilà. Et au moment où il lançait la Zoé.
Voilà. Donc, comme je le disais à Marc Muller, le meilleur vendeur, c'est celui qui te vend ce qu'il a en stock à un instant T. Lui, il te vend pas ce qui va se passer dans 5 ans. Et ben voilà. Je crois qu'on en a terminé avec cet épisode, hein, Thomas, bien long, hein, parce que là, on s'est quand même fait très plaisir. C'est promis, on essaiera de faire un tout petit peu plus attention sur le timing dans les prochains épisodes. Alors, on s'était promis dans l'épisode précédent qu'on irait tester des voitures. Je me souviens, Thomas, toi tu disais on commence par la Porsche. Bon, entre-temps, le reconfinement est passé par là, donc forcément ça ne simplifie pas les choses, mais c'est promis, hein, dès qu'on aura l'autorisation d'aller mettre le nez dehors, on ira tester, pas forcément une Porsche, pourquoi pas. J'ai vu qu'il y a une nouvelle Porsche, ils en font une version familiale, étendue, une espèce de break, j'ai vu des images d'un prototype, ça tout à coup ça m'intrigue. C'est un truc que je pourrais au moins prétendre transformer en voiture familiale. D'ailleurs, on en parlera des voitures familiales. J'ai eu beaucoup de demandes, hein, évidemment, suite au premier épisode, des gens qui me disaient mais c'est quoi cette histoire de Cédric Ingrand qui a été propriétaire d'une Tesla pendant 3 jours. Donc je vais pas vous faire un teasing sans fin pendant toute une saison. C'est promis, je vous raconterai cette belle histoire, qui finit mal, hein, cette belle histoire, dans le prochain épisode. Parce que j'ai envie, si on peut, que dans le prochain épisode, on se parle du Cybertruck de Tesla. Allez faire un tour sur le site tesla.com, regardez à quoi ressemble le Cybertruck si vous ne l'avez pas vu. C'est l'espèce de projet de pick-up qui semble sorti d'un film de science-fiction. Et ma théorie à moi, c'est que nous sommes probablement face au plus idéal des véhicules familiaux. Et ben voilà, c'est ainsi que se termine cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. Pensez vraiment à là maintenant, regardez, là pendant que je vous parle, appuyez sur pause. Vous allez dans votre application de podcast préférée, sur votre plateforme de podcast habituelle, et puis vous allez noter et commenter ce podcast en dessous de 5 étoiles. Ça veut dire que vraiment nous ne sommes plus amis. Toi qui as mis 3 étoiles à ce podcast sur Apple Podcast, un jour je te trouverai. D'accord ? Sans commentaire en plus, ce qui est le pire du pire. Bref, allez noter et commenter ce podcast sur votre plateforme préférée. Ça aidera bien d'autres que vous à le découvrir. Merci Thomas. Merci Cédric. À la prochaine. Et à la prochaine. Et bonne route.